avril 1943, des centaines de réfugiés remontent en autocar la vallée de la Vésubie. Pourquoi? Contraints par les persécutions de fuir leur pays, souvent déjà amputés d'une partie de leur famille, des milliers de juifs étrangers s'étaient réfugiés en France, en zone non occupée. Pourchassés par les autorités de Vichy, enfermés dans des camps et livrés aux nazis, leur situation semble ne pouvoir qu'empirer après novembre 1942 quand, suite au débarquement des Alliés en Afrique du Nord, Allemands et Italiens envahissent la zone dite libre. Mais contrairement à l'attente des nazis et de Vichy, et tandis qu'en Italie sont appliquées les lois anti-juives, la 4e armée italienne, dans sa zone d'occupation de 7 départements à l'est du Rhône, y protège les juifs. Cette bonne nouvelle a vite fait de se propager et d'attirer vers Nice 30 à 40 000 persécutés. Sommés par les Allemands de les leur livrer ou de les enfermer, les Italiens, avec l'aide du comité juif du Bouchage, créent des camps de résidence forcée dans des villages frontaliers. Saint-Martin-Vésubie, village de villégiature riche de possibilités d'accueil, est le plus important. Avec mes parents, on a toujours été émerveillés de la gentillesse avec laquelle tout le monde nous a accueillis. C'était quand même une invasion pour eux, c'est vrai, et de gens qui n'avaient pas leurs coutumes. Et quand vous pensez qu'il y avait la synagogue et qu'il y avait un office matin et soir, qu'il y avait le Talmud Torah le matin, qu'il y avait les groupes DI et tout ça, mais c'est merveilleux de penser à ça. Moi j'étais petite, je ne me suis pas rendu compte qu'on était aussi nombreux. Je pensais pas plus de 4 à 500. Mais c'est fantastique de se dire que, comme vous dites, un village de 1000 personnes ait pu accueillir autant d'étrangers. Et respecter. Quand nous avons espéré ici, à Saint-Martin, d'être sauvés de tout ça. Et on avait l'espoir beaucoup dans notre cœur. C'est pour ça que j'étais si heureuse ici, parce que j'étais libre, parce que d'abord de tout, il y avait des gens qui nous aimaient ici. Il y avait la liberté. Je couchais dans un lit. J'avais de l'eau de me laver. Tout ça, je n'étais pas au camp. Je suis venue de Camp de Gurs ici. Vous savez, mon père, qu'est-ce qu'on avait à parler à Saint-Martin, du manger, de bonne vie. Alors, ils ont dit toujours, quand ils étaient sur la place, il y avait un groupe, ils ont dit, nous, Hartmeier, tout mon père, qu'est-ce que vous avez mangé aujourd'hui? Alors, il dit,
on avait un poulet rôti avec des pommes de terre, et c'était vrai, c'était vrai. Et eux, ils disaient, oui, Mr. Hartmeyer, il avait de rôti, parce que nous, on était allés dans la campagne, je leur ai promis de travailler avec eux, je travaillais, ils ont donné, oui, mais et on avait à manger. On avait du lait, on l'a pris dans le bas de bouteille, on a secoué le lait jusqu'à ça devenir beurre et on a vendu, on a mis le beurre dans un verre de fromage, on a fait. As a young boy, je me rappelle de Saint-Martin comme c'était une vacance, parce que nous, on n'avait pas la responsabilité. Nous, on a vu que nos parents, ils avaient peur. Alors ça, on avait peur aussi. Mais nous, on n'est pas compris la peur. On était entre nous, les jeunes, on a fait la boxe, on a fait la danse, il y avait des jeunes filles, on a appris à travailler dans le champ, on a amené de manger. Vous regardiez, à vivre normalement. vous viviez normalement. Oui, on avait peur de voir un Allemand ou un gendarme. Les gens du village étaient très gentils avec nous. Il y avait la police, la gendarmerie. Ils avaient le poche de revolver, mais ils avaient des mégots dedans. Parce que les Italiens, ils ont pris le revolver et dit « Tu ne toucheras pas un de mes juifs ici ». Ils ne laissaient pas, les Italiens. Et les gendarmes, ils s'en fichent maintenant, ils avaient des mégots. Que je suis très heureuse, après 60 ans, de retrouver beaucoup de gens. Et puis Jacques, naturellement, mais sa sœur, que je n'oublie pas. Nous avons passé de très bons moments, c'était une réelle amitié. C'était comme ça, les parents, c'était fabuleux. On a fait beaucoup de choses, on s'est presque baigné. Mais il n'y avait pas d'eau dans la piscine, chez Gilbert. Malgré sa promesse de le garder secret pour permettre à l'armée italienne de se replier en ordre, le général Eisenhower révèle le 8 septembre l'armistice signé le 3 entre les Alliés et le général Badoglio. Mal informé, pensant que les hostilités en Italie et dans le sud de la France se termineraient rapidement, mais craignant l'arrivée des Allemands, les dirigeants juifs, encouragés par les militaires italiens, entraînent les résidents forcés par la montagne vers un espoir de sécurité en Italie. Comme ça, italien, l'officier italien est venu, il a dit les Allemands vont arriver ici, je vais dire à mes soldats qu'ils vont regarder par là et vous pouvez entrer en Italie. Comme ça, vous pouvez vous sauver. Et on a commencé à marcher avec quelques valises. Et ma mère, elle s'évanouissait tous les 10 minutes. Et il fallait la porter, moi et mon frère. Et voilà. Mais vous connaissez l'histoire. J'ai fait l'impossible pour les aider. Nous avons leur donné notre lit, à manger, quelque chose. Et j'ai aussi mis une mitrailleuse sur la route pour leur faire comprendre que j'aurais combattu si les Allemands viennent. Mais vous savez, j'étais très préoccupé parce que j'avais 7 soldats et j'avais bien des Juifs à protéger. Et qu'a-t-il fait quand il a su quand il a vu arriver les Juifs? Il les a accompagnés tout le parcours. Surtout le parcours, il avait disposé de ses hommes.
avec des parcours intermédiaires où il y avait des chaudrons de vin chaud, de nourriture, des couvertures qui coupaient pour faire des boîtes parce que avec le froid, ils n'avaient pas de chaussures. Les femmes je me rappelle toujours quand ils m'ont raconté avec les larmes aux yeux qu'ils voyaient ces femmes enceintes portant des bébés avec des talons, avec des chaussures inadaptées au secteur. Quand je vois moi aujourd'hui, là, je ne suis pas en trop mauvaise condition comme mes jambes baves, bien équipé. Imaginez un peu ces pauvres gens. Là. Alors on était là-bas et moi j'avais la toute petite dans un landau. Il est arrivé les Allemands. Alors là, d'un côté c'était fermé, et de l'autre côté on était, moi avec les deux petits. Ils ont tapé en plein avec son fusil, vous savez. Ils ont ouvert la porte en grand. Et ils ont regardé le lit, ils ont regardé, oh, on a eu une peur. Ah ben ils cherchaient justement s'il y avait des juifs, s'il y avait quelqu'un de caché. Et oui, et ils sont venus 2-3 fois, vous savez qu'on a eu peur, et surtout que j'avais les petits tout petits et tout, vous savez, avec ces galapias là à côté, c'était pas fameux. Mais vous savez, à ce moment-là, on n'a pas la tête en place. Alors on ne sait pas, on ne demande pas le nom. On les voit aujourd'hui et demain on les a plus, on n'en sait En 1937, Slama Samsonovitch et ses enfants Jacques et Paulette, 12 et 10 ans, quittent la Pologne pour Paris. Madame Samsonovitch devant les rejoindre ultérieurement avec les cadettes de 8 et 5 ans. Ce projet n'aboutira pas. Alors que Slama et ses 2 enfants, après de longues pérégrinations, arrivent à Saint-Martin-Vésubie en 1943, son épouse et leurs 2 petites filles périssent dans l'Holocauste. J'ai entendu le garde champêtre passer avec son tambour. J'ai entendu qu'il demandait que tous les juifs devaient se rendre sur la place avec 20 kilos de bagages maximum. Alors à ce moment-là, j'étais effrayée. Que faire? Mon père était parti avec mon oncle et mon frère. J'étais là à les attendre en somme parce que Papou m'avait dit maintenant que l'Italie a capitulé, il y en a pour 48 heures maximum, on revient, c'est pas la peine que toi tu traverses, nous on est costaud, toi tu nous attends ici. C'est là qu'il m'a donné un billet de 5000 francs que j'ai cousu dans la jupe de ma jupe plissée. J'irai pas, il me dit j'irai pas. Alors c'est là que j'ai demandé à Madame Vassallo, est-ce que je peux rester là? Alors elle avait déjà mis les chaises sur les tables, elle rassemblait, l'hôtel se vidait puisque les gens étaient partis. Elle me dit, tu sais ma petite Paulette, je ne vais pas pouvoir te garder. Je risque pour la vie de mon frère, puis j'ai mes nièces là, on va me fusiller. Elle n'était pas tranquille, moi je ne savais pas quoi faire. C'est là que je lui ai dit, bah, si vous ne pouvez pas me garder, je vais passer la nuit au cimetière. C'est là qu'elle m'a dit, tu n'as pas peur au cimetière? Je dis, les morts ne me feront plus de mal. Ce que je crains sont les vivants. Alors vous imaginez une petite fille, parce que je me sentais une petite fille de 15-16 ans, le cœur qui battait la chamade, et quand on dit « Estemiunda !» j'entends que Madame Vassallo dit « Le dernier, tenez, ce monsieur est mort. »
On était dans la gendarmerie, c'était un soir, il faisait froid, je pense que ça devait être en automne ou quelque chose comme ça. Et voilà que ma mère et cette madame Dreyman, elles étaient assez amies, puisqu'on promenait les enfants ensemble, on faisait... Et elles se voyaient assez souvent, on habitait face à face, la gendarmerie et la maison d'en face. Et un soir, elle est arrivée avec une valise, un manteau, elle était enceinte d'ailleurs. Et elle est arrivée avec les petits, avec Cécile et Jean-Claude. Alors, Cécile est restée chez nous parce que, comme moi j'étais brune, on était toutes les deux pareilles, maigrichonnes, brunes, on se ressemblait un peu. Alors nous, on a gardé Cécile. Et la dame du dessus, Madame Mangon, a pris le petit parce qu'elle était blonde et puis qu'elle avait tout ce qu'il fallait chez elle pour avoir un bébé, un petit lit, tout ça. Alors voilà que cette femme, elle nous a donc confié ses enfants. Elle pleurait, mais je la revois toujours en train de pleurer. Voilà. Mais ce soir-là, là, des enfants, et après donc Cécile, elle est restée chez nous pour en revenir là. Elle est restée assez longtemps à la maison, comme si c'était ma petite sœur. Puisque l'autre, qui était beaucoup plus petite, qui était bébé, on l'a mise chez ma grand-mère pour qu'il y ait 3 filles fougères, qu'il n'y en ait pas 4, parce qu'il y avait des oreilles partout, on se méfiait de tout le monde. Moi, il ne fallait pas que je dise rien. Cécile, il fallait qu'elle appelle ma mère maman, ça la faisait rigoler, parce qu'elle se trompait, elle disait toujours Madame Fougère, appelle-moi maman, appelle-moi maman. Et quand on sortait dans la rue, on essayait de ne pas se faire remarquer, ni rien du tout. On allait au pain, on allait même fait. La petite, elle faisait partie de chez nous. Elle faisait tout comme surpris et qui concernait justement l'enfant que nos parents avaient caché sous l'occupation. Et moi, j'ai été très émue, et contente d'apprendre ça parce que justement, c'était une question qui restait en suspens, à savoir ce qu'était devenu ce petit garçon que mes parents avaient accueilli pendant quelque temps. Et ça permettait de faire aboutir un petit peu, et puis d'authentifier aussi ce qui avait été vécu par nos parents et dont mon père principalement ne parlait jamais, et qui n'avait été évoqué que par notre mère. En fait, elle relatait surtout de 2 anecdotes. D'une part, l'affection que ce petit garçon semblait porter à mon père, et d'autre part, une fois aussi pour peut-être évoquer les risques qu'ils avaient pris. Elle promenait avec ce petit garçon et elle a croisé des soldats allemands qui se sont intéressés au petit garçon, mais qui a priori n'ont pas fait plus de cas que ça, parce qu'il y avait certains traits de ressemblance. Il était blond aux yeux bleus, ma mère était également châtain clair aux yeux bleus, donc elle n'a pas été inquiétée, mais elle a quand même eu très, très peur. Quand mon père rentrait de son travail, sans doute, et qu'il s'installait, le petit garçon venait vers lui et lui apportait ses pantoufles, et ça c'était un élan vers mon père qui l'émouvait beaucoup.
D'autant plus que c'était un couple qui n'avait pas encore d'enfants et je pense qu'ils avaient reporté toute leur tendresse et leur affection sur ce petit garçon. Par la suite, ils ont reçu des nouvelles de la famille et jusqu'à ce que ma mère soit elle-même enceinte. Et après, les nouvelles se sont estompées et puis justement, c'était resté en suspens depuis cette époque-là. On avait une campagne où on vivait là-haut, on venait que dormir ici. Et quand elle a vu passer cette femme avec ce bébé dans le bras, elle lui a dit, et la petite qui était, elle lui a dit, vous ne pourrez jamais passer. Et alors elle lui a dit, qu'est-ce qu'on va faire? Elle lui a donné l'adresse, elle lui a dit, si jamais vous êtes d'ailleurs, le papier est si jamais vous êtes malade, si jamais ça ne va pas, vous venez chez moi et je vous garde. Et voilà, c'est comme ça. Mais on ne savait pas qu'est-ce que c'était les Juifs, et on savait, mes parents ne savaient pas. Hein. Ils ont fait ça par charité humaine, vous voyez. Ce jour-là, il y avait des pluies torrentielles. Et on est sortis, bon, on était habillés, je ne sais pas comment, bon, on est sortis sous la pluie. Et non seulement de la pluie, mais d'un orage. Et il n'y avait pas d'électricité dans la rue. On marchait comme ça. Et quand il y avait un éclair, on se disait, bon, le ruisseau est là, attention. Et à tel point, et ça je me souviens aussi, que moi, à un moment donné, eh ben, j'ai pas vu la route et il y avait un caniveau entre la maison et la rue. Il y a une espèce de dénivellement, comme des caniveaux là-bas. Et je suis tombée là-dedans. J'ai eu un pied, une jambe qui est allée là-dedans. Et voilà. Et je me suis relevée. J'étais complètement trempée, puisqu'il pleuvait tellement. Et j'ai recommencé à donner la main à ma mère. Et on a recommencé à déambuler, jusqu'à descendu cette rue, puisque le Rébeau était en bas de la rue, hein, sur le côté. On est allé sonner. Et quand on est arrivé, elle nous a ouvert. On est monté au premier, ça je me souviens aussi. Elle a ouvert la porte, elle s'est mise à pleurer quand elle nous a vus. Rentrez, parce qu'elle savait ce qu'elle avait dit. Rentrez tout de suite, on était trempés comme des soupes. Ça a été quelque chose d'horrible. Voilà, c'est tout ce que je me souviens. Puis après, elle nous a donné une petite pièce sur le côté. C'est une chambre. À l'étage, au premier. C'est là où on était, dans sa salle à manger. C'était la chambre de Margot et de sa sœur. Et il y avait une chambre sur la gauche, là. Une chambre, et elle nous a donné, là. Puis après, quand l'autre dame est arrivée, là, je sais pas si c'était tout. Bah, je trouve que c'était une femme formidable pour l'époque, parce qu'elle avait d'abord 8 enfants. Comment on peut encore faire des choses pareilles quand on a 8 enfants qui étaient encore en bas âge? Ce qui était encore plus, c'est qu'elle savait qu'elle risquait sa vie en faisant ça. Parce qu'on avait dit que si on trouvait des Juifs cachés chez des gens, on les tuerait immédiatement. Elle le savait. Alors, faire un geste pareil, sachant ce qu'il attendait, c'est vraiment miraculeux pour nous. Vraiment. Ça, j'ai longtemps pensé, et j'ai dit qu'ils méritaient vraiment d'être dans le livre des justes, parce que si c'était pas eux, on serait plus ici sur Terre. Mais à longtemps. Angèle, je savais, nous on était jeunes à cette époque-là, on savait que les Allemands venaient faire, d'abord on l'entendait puisque c'était en face de chez nous et nous on dormait à l'appartement à côté. Ils faisaient la bamboula et elle, par contre, ce que on a su un peu plus tard, c'est qu'elle cachait un juif, appelons-les comme ça, un juif, mais personne ne l'a jamais su. Et quand il est sorti, ce pauvre gars, il paraît qu'il était pâle comme un cachet d'aspirine.
Oui, elle s'est décidée en me disant tu restes ici mais tu ne bouges pas. Il ne faut surtout pas que tu fasses de bruit. Alors j'ai obtempéré, j'ai pas fait de bruit. À peine si je respirais, il ne fallait pas que je tousse, qu'on entende qu'il y a quelqu'un dans la salle à manger. Et je suis restée donc quelques jours, on m'a fait monter dans une chambre. Au dernier étage. En me disant surtout, n'ouvre pas la fenêtre, ne tire pas les rideaux, il ne faut pas qu'on sache qu'il y a quelqu'un là, il ne faut pas que Paolo, parce que Paolo, c'est un gars qui dénonce, il ne faut pas qu'il te voie. Alors vous pensez que je n'ai pas entravé à son désir. Et au bout de quelques jours, il y a une jeune femme qui a dû lui dire, Paulette est attendue à Nice, on va la sauver. Et Madame Vassallo me dit, je ne te laisse pas partir toute seule, je veux savoir où tu vas, avec qui tu vas. Alors on a pris le car, mais elle s'est assise au fond du car, et elle m'a demandé de m'asseoir à la droite. Et arrivée à Nice, j'ai aperçu la maman des 3 jeunes gens, Jackie, Charlie et Pépé, des 3 garçons non juifs, qui étaient nos amis, qui sont sur les photos. J'ai aperçu sa maman en descendant du car, je me suis jetée dans ses bras. Elle me reconnaissait à peine, mais c'était pour camoufler. Et effectivement, il paraît que Paolo était là. Parce qu'il était roumain, juif roumain, mais il avait combattu en 1939 pour la France. Et après, il a échappé pour moi. Et il était à Berthemont, là-haut à l'hôtel Beau Séjour. Et le matin qu'il devait partir, moi j'étais au village, moi j'étais jeune, vous savez bien, je descendais le matin, j'y montais. Et mon oncle, mon pauvre qui est mort, il avait emmené la grange blanche là-haut, tu sais. Et mais nous, on l'a descendu, on l'a fermé, on l'a mis dans un grenier et on l'a gardé 9 mois. Il est resté 9 mois avec vous? Avec nous dans le grenier. Est-ce qu'il descendait du grenier? Jamais, jamais. Il n'est jamais venu dehors. Hein. Il descendait dessous. Nous, on avait la maison qu'on habitait. Il descendait un moment le soir, des fois, de temps en temps. Mais jamais dehors, hein, parce que les Allemands, ils étaient chaque jour avec le chien. Je me suis trouvé des jours qu'il y avait un Allemand qui tournait, parce qu'il y avait de tout, je crois. Et l'Allemand, il tournait avec le chien, mais il n'a jamais pu trouver la trace de ce type. Deux hommes, une dame et un petit garçon. Briskounique. Vous voyez le sentier, voilà. On passait par là. Voilà, le sentier pour aller. Et nous alors, mes grands-parents, tous les matins, ils montaient par là. Ils venaient faire un tour à la vieille maison du vieux village qu'on habitait à l'époque. Et après, il allait à la campagne là-haut. Et ce matin-là, il a trouvé ces gens dans la maison, il a été un peu étonné. Quoi. Ne vous inquiétez pas, et je vais chercher ma fille, Pauline, et elle vous renseignera. Et ma mère est venue, et ça s'est passé comme ça. Ma mère faisait comme elle pouvait, on portait un peu des choses dans la campagne, elle s'était fait faire des fausses cartes d'alimentation. Qui l'avait fait? C'est M. Mancier, qui était à l'époque maire de Roquebière, maire délégué, quoi. Et c'est M. Fassi, qui était secrétaire de mairie, qui faisait... Il ravitaillait même les morts, il faisait un tas de systèmes comme ça, quoi. On ne peut pas... Et ça, je l'ai appris il n'y a pas tellement longtemps que c'était M. Fassi qui faisait ça. Mais je m'étais quand même renseigné au pied de la fille. À nouveau vers la France, à Roquebillière-le-Vieux, où j'ai séjourné. 2 ou 3 nuits avant d'être... Et c'est là où on vient d'apprendre que ce n'est pas mes parents qui m'ont amené à Saint-Martin de Roquebillière, mais bien Madame Venturi et son fils que j'ai pu, grâce à Daniel, re-rencontrer 60 ans après. 62 ans après. Après,
par la suite, Madame Venturi, qui est la sœur à maman, et avec Madame Daverio, avait aussi caché un couple juif avec un enfant dans les ruines du vieux village. C'est vrai que c'était très dangereux pour elle aussi, parce qu'elle les alimentait la nuit, une fois une, Madame Venturi, une fois Madame Daverio. Chacune Pauline Daverio. Toutes les deux, bon, une fois l'autre, elles allaient nourrir ce couple qui se trouvait dans les ruines. Et je dis que la mémoire du juste, elle dure toujours, parce qu'il parle encore quoi que mort. Parce qu'aujourd'hui, les fêtes parlent vraiment de cette mémoire, de ces personnes, et puis surtout avec la façon qu'elles l'ont fait toutes les deux. C'est comme si elle créait la vie dans d'autres personnes, si elle pouvait la donner. Bon, il n'y en a qu'un qui peut la donner, mais elle l'a créée au prix de leurs sentiments. Voilà, et je voudrais ajouter aussi qu'ils ne donnaient pas de leur superflu. Le peu qu'ils avaient, même pour les nourrir à eux, ils le donnaient. Et ça, je crois qu'il n'y a pas de parole. Ça, c'est plus que tout. Hein. Ça parle et ça nous rend, je ne sais pas, devant de tels actes, on se sent vraiment petit. Parce que donner quand on a, ça va. Mais donner quand on n'a pas, et le partager, je crois que ça, c'est la vraie richesse. Et c'est vrai, toute cette parole, elle me le dit toujours, quand vous avez faim, allez taper à la porte d'un pauvre. Vous aurez toujours quelque chose. Parce qu'un riche, c'est plus que c'est la faim.